Salut à tous, c'est Pierrot du podcast de l'Onironaute. Aujourd'hui, on va parler de visualisation mentale, c'est-à-dire de la capacité qu'on a tous, et je dis bien tous, de visualiser des choses lorsqu'on clôt nos paupières. La plupart des gens arrivent quand même, quoi qu'il arrive, à voir des images, des visages, peut-être des formes de maisons, au moins, ce genre de choses. Beaucoup n'en ont pas conscience, mais peuvent tout à fait visualiser des trucs dans leur esprit, ou du moins des choses qui ne sont pas vraiment devant leurs yeux. Eh bien, figurez-vous que d'illustres personnages ont poussé très loin l'art de la visualisation mentale jusqu'à en faire un outil central dans leur réussite. Et comme la visualisation mentale est un thème qui nous est cher à Onigate, j'ai décidé de faire plusieurs épisodes sur ces hommes ou femmes célèbres qui ont fait de leur capacité de visualisation un atout décisif. Parce qu'il y en a plusieurs, il y en a même beaucoup, donc sans perdre plus de temps, parlons aujourd'hui du nageur américain Michael Phelps, qui est à ce jour le plus grand nageur de l'histoire de la natation, de par son palmarès invraisemblable et ses multiples records du monde qu'il détient, dont une grande partie n'ont toujours pas été battus d'ailleurs. Ce Michael Phelps qui pratiquait la visualisation mentale. À l'école, le petit Michael Phelps ne tient pas en place, il est ingérable. Aujourd'hui, on dirait trouble de l'attention hyperactive, au point qu'un de ses profs a déclaré qu'il ne serait jamais capable de se concentrer sur quoi que ce soit. Et un jour, l'entraîneur de natation de Michael Phelps prête à la maman de Michael un bouquin sur des techniques de relaxation, ou de concentration, ou d'auto-hypnose. Enfin, je ne sais pas exactement quel était ce bouquin, mais en tout cas, il a bien fait de faire ça, parce que la maman, elle a commencé à lire ce bouquin à son fils, à l'encourager, à mettre en pratique ces exercices-là et tout, et ça a eu un effet, ça a marché en fait sur cet enfant, et ça a été le début d'une longue pratique qui aura non seulement aidé le jeune à dépasser ses difficultés, mais lui a permis aussi d'entrer dans la légende. Alors en quoi ça consiste concrètement? Comment faisait Michael Phelps? Eh bien, dans mes recherches, j'ai trouvé des déclarations de Bob Bowman, qui était son entraîneur, qui a même écrit des livres là-dessus, je crois. Et il a dit un peu comment ça se passait pour faire cette visualisation mentale. Donc j'ai un peu traduit ça à l'arrache, mais voilà, je vais vous en citer quelques passages et puis on en reparle ensemble. Alors, déjà, il disait « Commencez par des techniques de relaxation pour vous préparer à la visualisation. La visualisation ne se résume pas à fermer les yeux et à rêver de médailles d'or. Ça va plus loin, c'est un peu plus dur que ça. Il faut tromper volontairement son cerveau en lui faisant croire que ce qu'on répète mentalement est réel. C'est le pouvoir de la visualisation. Le cerveau a beaucoup de mal à distinguer les événements réels et les événements imaginaires. Pour rendre ces visualisations aussi réalistes que possible et pas seulement une pensée passagère, vous devez être dans un état calme et détendu. Donc Bob Bowman insiste là-dessus. Il est difficile de visualiser le truc quand on a plein d'idées qui passent par la tête et qu'on n'arrive pas à se concentrer sur une idée. Alors donc la première étape, c'est de clarifier son esprit. Donc lui, il faisait ça chaque nuit. Phelps, il détendait son corps membre par membre, de la tête aux pieds, avant de, en quelque sorte, mettre la vidéo de ses performances idéales. C'est les mots de l'entraîneur. C'est ça, c'est mettre la vidéo au sens de vidéo mentale, au sens de film mental. Tout ça me plaît beaucoup. Et une fois que vous vous mettez dans un état détendu, c'est comme regarder un film. Ben voilà, on y est. Donc ce monsieur parle de l'entraînement de son athlète en visualisation mentale comme un film. Donc une fiction, un film. Vous allez voir, on va revenir à cette métaphore du cinéma. Ensuite, qu'est-ce qu'il raconte? Utilisez différentes perspectives lors de la visualisation.
Il existe de nombreuses façons d'ajuster vos visualisations, y compris la perspective que vous utilisez. Alors là, quand il parle de perspective, je pense qu'il parle de point de vue. Comme au cinéma, on a différents points de vue pour filmer une scène. On peut filmer la scène en plongée, en contre-plongée, sur le côté. On peut être très loin, on peut être très près, on peut faire des gros plans. Eh bien, voilà. Pensez à la perspective comme à la position de la caméra dans votre petit film. Il y a une visualisation externe où on se regarde nager. Il y a une visualisation qu'on peut avoir comme si on était une caméra qui faisait un travelling tout le long de la piscine qui nous filme en même temps qu'on nage. Comme s'il y avait une caméra sous l'eau qui nous filmait sous l'eau. Comme s'il y avait une caméra dans les gradins aussi. Et parfois, c'est comme si vous étiez dans l'eau en train de nager. Ah oui, parce qu'on peut faire aussi en vision subjective de l'intérieur. On est en train de nager et on se visualise en train de nager, en train de faire notre course. Ensuite, il dit aussi, pour décrire cette méthode employée par Michael Phelps, préparez-vous à tous les scénarios parce que les choses ne se déroulent jamais exactement comme vous l'aviez prévu. Il peut y avoir par exemple un autre compétiteur qui va nager plus vite que prévu. Ou alors ça peut se passer en retard, ou ça peut se passer pas comme on... par exemple, on n'a pas le temps de faire l'échauffement complet, ou alors... voilà, il peut se passer tout un tas de trucs au moment de la compétition, et l'intérêt est de visualiser aussi les choses qui pourraient se passer mal, et comment ça pourrait mal se passer. Alors ça, c'est vachement intéressant parce que si je m'imagine je sais pas, je m'imagine par exemple, je vais passer un concours où je vais faire un truc à l'oral, je sais pas, imaginons que je sois étudiant, j'ai bossé pendant 1 an, 2 ans sur des connaissances, des savoirs que je vais devoir restituer de la meilleure manière à l'oral et répondre à des questions, être vivant et tout ça. Eh bien, je peux me visualiser en mauvaise posture avec, par exemple, une question, quelque chose qui me coince ou quelque chose... ou peut-être je peux me visualiser en train de me prendre le bureau quand je rentre avant de m'asseoir, ou peut-être je peux visualiser que j'ai des choses qui se passent dans mon ventre et que mon ventre fait du bruit, ou je sais pas, je peux imaginer plusieurs scénarios, je peux me faire comme ça 10 scénarios catastrophes un petit peu, de différentes natures, et ben ça va de toute façon ça va me participer à ma réussite de l'événement, dans le sens où je serai prêt à tout, je serai prêt à ce que ça se passe mal et je serai prêt à ce que ça se passe bien. Évidemment, c'est le même principe pour tout autre type de préparation qui utiliserait la visualisation mentale. Ensuite, on continue sur ce qu'a pu dire un peu notre entraîneur sur la méthode de visualisation mentale de Michael Phelps. Alors, rendez vos visualisations aussi réelles que possible en engageant tous vos sens. Lorsque vous visualisez votre course, ne vous contentez pas de vous accrocher à la douleur ou à l'état d'esprit que vous avez en nageant à travers la piscine. Rendez la visualisation aussi réelle que possible en intégrant tous vos sens. Imaginez l'eau froide sur votre peau rasée, imaginez vos lunettes s'enfoncer dans vos globes oculaires, pensez au calme étrange juste avant de sauter, de plonger, quand vous êtes sur le plot de départ là. Et plus vous pouvez remplir vos visualisations de détails et de sensations, plus l'expérience est authentique. Car la recherche a révélé que lorsque nous incorporons des petits détails dans notre visualisation, des petits détails qui génèrent de la crédibilité, notre cerveau est plus disposé à adhérer. Formez votre visualisation comme vous le feriez pour tout autre aspect de votre entraînement. Ça, c'est vraiment super intéressant. Cette idée que on peut tout à fait mettre autant de temps, autant d'énergie, investir autant de nous-mêmes dans une pratique psychique que dans une pratique physique. C'est-à-dire, là, il compare la visualisation mentale à l'entraînement, et en gros, il dit que c'est aussi bien de faire de la visualisation mentale
que de s'entraîner. Et il faut le faire avec le même soin, avec la même motivation, parce que ça paye tout autant qu'un entraînement réel. D'ailleurs, mais c'est rigolo de s'imaginer qu'on mettrait tous en application ça, imaginez les résultats que ça donnerait. Je sais pas, quelqu'un, quel que soit notre travail, on se prendrait, je sais pas, 1 heure par jour par exemple, 1 heure par jour de visualisation de notre travail, on l'inclurait, on la déduirait de notre heure de travail, hein, bien sûr. Si par exemple on doit faire une demi-journée ou une journée, allez, on a une journée de travail à faire, quelle que soit notre activité, ça peut être un entraînement sportif, artistique, un défi, un concours, un travail, vous pouvez travailler dans le social, dans l'industriel, dans le service, dans le tourisme, dans ce que vous voulez. Imaginons, pour rigoler, une journée de travail à laquelle vous donneriez 1 heure de cette journée, donc inclus dans la journée, à faire de la visualisation mentale de cette journée de travail. Imaginez juste les résultats que ça aurait. Imaginez juste dans quel état d'esprit ça vous mettrait pour le reste de la journée. Voilà, juste imaginez ce que ça pourrait faire. Et pourquoi on ne le fait pas ? C'est une question que je me pose et que je vous pose. Mais voilà, c'est juste délirant de s'imaginer ce que ça pourrait transformer dans nos vies si on y mettait plus de minutes, plus de quarts d'heure, plus de demi-heure de visualisation mentale. Quel investissement on met dans nos pratiques psychiques, quel temps on met pour augmenter nos capacités de visualisation mentale, par exemple. Voilà, je vous pose la question, je me pose la question à moi-même, voilà, je trouve ça vraiment super intéressant. Ensuite, je reprends un petit peu les petites phrases qu'a dit l'entraîneur. Alors, les nageurs considèrent souvent les habiletés d'entraînement mental comme une baguette magique pour nager plus vite. Et il y en a beaucoup qui font de toute façon une certaine visualisation avant de nager, mais c'est pas suffisant, c'est-à-dire que c'est pas une baguette magique, c'est un vrai travail qu'il faut faire et il faut aller plus loin là-dedans. Parce que la visualisation est efficace lorsqu'elle est effectuée de manière cohérente et répétée. Au point que lorsque vous vous levez sur le bloc, votre cerveau a la sensation calme et équilibrée d'y être allé plein de fois, des milliers de fois, ou des centaines, on va dire. Il doit être répété de nombreuses fois. Voilà, c'est ce que dit Bob Bowman, l'entraîneur de Michael Phelps. Et il termine en disant aussi au moment où Michael se lève sur les blocs pour nager au championnat du monde ou aux Jeux Olympiques, il a nagé cette course des centaines de fois dans sa tête avant d'y arriver. Voilà, c'est tout. Alors c'était pour un petit peu s'intéresser à quelqu'un qui a mis en application des méthodes de visualisation mentale. Et ça a vraiment payé pour lui, mais c'est quand on cite un champion, quelqu'un qui a marqué l'histoire d'un sport et tout ça, il faut pas perdre de vue que on est tous capables d'avoir d'immenses résultats si on considère que les résultats sont relatifs à notre contexte, à l'activité dans laquelle on va développer ces méthodes, et voilà, c'est un résultat. Il n'y a pas un résultat commun à tout le monde. On n'est pas tous nageurs. Certains d'entre nous ne savent même pas nager, et c'est pas grave. On n'a pas tous volonté d'être champion olympique de nage, mais on peut voir que quand on y investit du temps et de l'énergie et tout ça, on arrive à des résultats avec ces trucs. Et je vous parle même pas des résultats qu'on peut obtenir dans une démarche créative, artistique et fictionnelle. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast de l'Onironaute avec cette nouvelle petite proposition de format. Enfin, ça reste toujours le même format, hein. On parle entre nous, on échange sur des choses et d'autres en rapport avec les capacités psychiques et l'auto-hypnose et tout ça. Mais voilà, je suis très content de pouvoir vous raconter l'histoire de grands personnages
qui ont mis en application un peu ces choses dont on parle depuis le début de l'histoire du podcast. Voilà, sur ce, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter, d'aller faire un tour de temps en temps sur onigate.com, voir ce qui sort au niveau des expériences oniriques guidées, voir ce qui sort au niveau de l'hypnose fictionnelle, et puis aussi les petits articles aussi que je vous écris de temps en temps. Ça fait plaisir. À bientôt, salut, hasta luego.